Alors, donc c'est un peu difficile en fait de parler de la honte parce que bon, déjà c'est un sentiment, hein, ou une émotion. Bon, après on va pas comment essayer de définir précisément est-ce que c'est un sentiment ou une émotion. Appelons ça une émotion. Et c'est une émotion qui plus est, semble-t-il, très archaïque, très très ancienne, et puis qui est très pénible, et en plus qui souvent on s'arrête pas dessus, quoi, parce que souvent on la refoule. Donc il peut y avoir des espèces de moments de honte comme ça qu'on va parfois même oublier, ou on va tenter de la chasser. Donc lorsque j'ai honte, eh bien, alors ça veut dire soit je suis en train de vivre un événement humiliant, hein, puisque on va dire que l'humiliation, c'est le phénomène, on va dire, social qui conduit à la honte. Quand je suis dans un en état d'humiliation, ou bien quand je pense à quelque chose, à un souvenir, une action, une situation dont j'ai honte, en général, mon esprit se fige, hein. Il y a quand même une espèce de, 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 de freeze, comme on dit en anglais, quoi. Il y a une espèce de gel, comme ça, de gel de toutes les facultés. Et le propre de ce sentiment, comme le décrit assez bien Sartre d'ailleurs dans L'être et le néant, hein, où il explique, il décrit le personnage qui est en train de regarder par le trou d'une serrure dans le couloir, et qui soudain sent la présence de quelqu'un derrière lui, et automatiquement il a honte. Il a honte, et d'un point de vue phénoménologique, ce sentiment se traduit par l'attitude qui consiste à vouloir disparaître, c'est-à-dire à vouloir ne pas être, hein, à vouloir se néantiser, à vouloir ne pas exister ou n'avoir même jamais existé, ce qui fait qu'on pourrait qualifier ce sentiment de quelque chose d'ontologique, hein, puisque ça touche tout l'être. Donc celui qui a honte, il a envie de disparaître, et ce qui est assez spécifique à la honte, c'est qu'à la fois il veut disparaître au regard d'autrui, mais surtout à son propre regard. Et son propre regard, c'est pas un regard neutre, c'est un regard qui juge, qui condamne, et, et celui qui juge, alors on pourrait appeler ça une partie de notre moi. En général, c'est ce qu'on pourrait appeler un moi idéalisé, c'est-à-dire c'est le moi qui prétend être fier, qui prétend être courageux, qui prétend en tout cas avoir une certaine valeur. Et c'est au nom de la prétention à cette valeur qu'il juge, et qu'il nous juge indignes, hein, qu'il nous juge indignes de cette valeur, qu'il nous déchoit en fait de notre statut que nous avions peut-être mis un peu de temps à nous bâtir, cette construction qu'on pourrait appeler l'image de soi, ou ce que j'ai appelé donc l'espèce de moi idéal ou idéalisé. Et par conséquent, euh, donc on veut se soustraire à ce moi qui juge, mais ce moi qui juge, en même temps, c'est aussi moi. Donc il est également jugé par lui-même, entre guillemets, donc il a envie de s'autodétruire, si vous voulez. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça dans la honte, une espèce de fuite en avant. On veut constamment nier celui qui juge, qui fait que ça m'a fait penser un peu à la figure du trou noir, si vous voulez. C'est-à-dire que toute lumière est aspirée, et on n'a plus qu'une envie, c'est espèce de s'auto-aspirer comme ça, de s'auto-annihiler. Alors évidemment, c'est un sentiment qui est très pénible et très extrême, hein, puisque dans les cas extrêmes, ça va jusqu'à la suppression physique, hein, puisque j'imagine, alors je ne suis pas un expert, mais j'imagine que dans les cas de suicide, il y a souvent des phénomènes de honte extrême, hein.
qui sont en jeu. Et donc, il y a une espèce comme ça de d'écroulement du sujet sur lui-même, de la même manière que vous savez que dans les trous noirs, il y a un écroulement de la matière qui est tellement pesante qu'elle s'écroule sur elle-même. Vous savez, le principe d'un trou noir, c'est qu'il aspire en quelque sorte toute la lumière, hein, et toute la masse, tous les objets gravitationnels. Voilà. Donc c'est un peu le principe de la honte, et on comprend bien donc pourquoi, d'un point de vue psychologique, ce soit très désagréable en général, hein. Donc, quel est le jugement qui est fait par nous-mêmes, hein, lorsqu'on a honte? Eh bien, c'est un jugement qui pourrait se résumer à plusieurs propositions. C'est déjà, tu es un imposteur, c'est-à-dire que tu ne mérites pas d'être là où tu es, tu ne mérites pas, voire tu ne mérites pas d'exister même. Tu es une autre variante, c'est tu es une erreur, hein. En anglais, ils disaient you're a fake, tu es une erreur. Ou alors carrément tu n'es rien, hein, tu es nul, tu n'as aucune valeur. Euh, ou encore, on pourrait dire tu es un échec, tu es une faillite, voire une faille, hein. Et on voit bien que dans la faille, hein, on voit bien le côté néant, hein. Dans la faille, c'est un trou, quoi. C'est un trou entre deux, euh, entre deux blocs de pierre. Euh, alors, d'un point de vue. Et alors, donc, je disais que donc l'attitude donc qui correspond à la honte, c'est donc la fuite, hein, la fuite devant soi-même et devant les autres. Et en général, le sujet qui a honte, eh bien, son attitude, c'est l'isolement, hein, l'isolement, le fait de se cacher, de disparaître, euh, comme font les enfants d'ailleurs, ils se cachent les yeux en imaginant qu'ils vont disparaître. Et on peut dire qu'il y a une forme de dévalement du sujet qui tombe, hein, comme ça, qui tombe d'une d'une certaine valeur vers, je dirais, vers rien, quoi, finalement. Et alors, l'émotion, on va dire, basique qui lui correspond, c'est surtout la tristesse, une forme de tristesse ou de déception qui est justement qui est concomitante à cette déchéance, à cette chute d'un statut ou d'une image ou d'une valeur vers rien, quoi, vers la non-valeur. D'ailleurs, le terme d'humiliation le traduit bien, puisque humiliation, vous savez, ça vient du latin humus, hein, et humus, c'est la terre, hein. Et donc, d'une certaine manière, dans l'humiliation, on revient à la terre, hein. Comme disent les catholiques, les cendres les cendres reviennent aux cendres, ou un truc comme ça, hein. Donc, c'est une manière de revenir, en fait, d'où on vient, bah, surtout si on, si on s'intéresse un peu aux mythes archétypaux de l'humanité, où on a découvert récemment que, vous savez, les peintures rupestres, on ne comprenait pas pourquoi les, les hommes des cavernes, justement, faisaient des dessins comme ça dans des endroits qui étaient si inaccessibles. Et apparemment, c'est qu'il y aurait un mythe unique qui serait que, grosso modo, les êtres humains et les animaux viennent de la Terre, viennent du centre de la Terre, et ils sont sortis du centre de la Terre justement par ces grottes. Et c'est pour ça qu'ils font les dessins dans les grottes. Enfin, bref, il y a un retour à la Terre, donc à la mort finalement, hein. Et donc celui qui est humilié, ben, finalement, il est réduit au statut d'un rampant, quoi, j'allais dire presque d'un serpent, mais bon, après on irait trop vers des références un peu bibliques, hein. Mais en tout cas, de quelque chose, voilà, qui est très proche du sol, qui essaie de disparaître. Euh, et, euh, et donc voilà, quelque chose qui rampe, qui est près du sol, qui n'est presque que rien. Euh, et euh, alors évidemment, la perception
enfin, ce qu'on appelle l'humilié, hein, la personne humiliée, ça veut dire qu'elle est perçue par autrui comme étant honteuse, hein. C'est en général ce qu'on dit de l'extérieur d'une personne qui a honte. On lui dit, voilà, elle a été humiliée, donc on suppose qu'elle a eu honte. Et, évidemment, quand on est humilié, eh bien, on n'a plus d'estime de soi, hein, on n'a plus aucune estime de nous-mêmes. Et, c'est pour ça que, en général, les gens qui subissent voilà, des humiliations fréquentes, alors bon, on peut penser à des enfants notamment qui sont harcelés ou qui sont maltraités par leurs parents ou qui ont une éducation voilà, qui n'a pas su les aider à construire leur estime de soi, eh bien, ils deviennent justement encore plus faibles, encore plus du coup manipulables et serviles, parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et ils sont prêts à se jeter finalement dans les bras de la personne qui prétend les remonter dans leur estime. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ils vont souvent tomber vers des personnes qui vont abuser d'elles, hein. Et bah, par exemple, j'imagine que par exemple, si le phénomène du viol, où on sait que la honte est très présente chez la personne qui est victime de viol, on peut imaginer que souvent c'est aussi le cas de personnes qui à la base avaient un problème d'estime d'elles-mêmes et par conséquent ont été abusées d'une certaine manière par des gens qui prétendaient leur remonter le moral ou en tout cas leur apporter un certain réconfort. Et c'est bien pour ça elles ont encore plus honte, hein, puisque elles se reprochent, en plus évidemment d'avoir été victimes objectives d'un viol, elles se reprochent en plus d'avoir été stupides, de n'avoir pas été assez prudent, d'avoir fait confiance, etc., quoi. Donc on est là un peu dans un cercle vicieux, évidemment, qui est un problème, très, très grave, quoi, très, très profond. Donc, euh, la honte, en fait, il peut y avoir au quotidien, par exemple, des phénomènes de micro-honte, si vous voulez, des petites accumulations comme ça de honte. Ça va se traduire par ça va se traduire par du mépris en général. En fait, ça passe souvent par le mépris ou l'ignorance d'autrui. Vous savez, c'est la personne qui est là, quoi, devant laquelle on passe tous les jours, et puis on fait plus attention à elle, hein, parce qu'elle fait partie des meubles, vous voyez. Et donc, je pense que les gens qui développent comme ça ces phénomènes de honte, ils souffrent en fait de n'être pas reconnus, hein, d'être méprisés par autrui. Alors, soit c'est du mépris, je dirais, carrément actif et de l'humiliation active, mais je ne pense pas que ce soit le cas général. Je pense que, enfin, intuitivement, je dirais que c'est plus facile de ressentir de la honte parce que quelqu'un nous a ignorés, parce que quelqu'un nous a méprisés, mais à la limite sans même s'en rendre compte. Vous voyez, la personne ne l'a fait même pas méchamment, mais c'est juste que elle vous a pas capté, quoi. Elle vous a pas calculé. Euh, et, euh, et évidemment, puissance de ce sentiment, sa violence destructrice, va créer par contre-coup, hein, comme en général chez l'être humain, enfin dans la vie en général, toute action entraîne une réaction. Par contre-coup, va créer un ressentiment très puissant, une colère sourde, un désir de vengeance. Et tout ça peut s'accumuler dans le temps et créer évidemment des phénomènes d'explosion de violence qui sont assez problématiques, hein. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand on est à la guerre, il faut jamais humilier son adversaire parce que même s'il a perdu, au moment donné à un moment donné, il va se retourner contre vous, il va vous le faire payer, hein. C'est un peu ce qui s'est passé au niveau d'un pays avec l'Allemagne
après la Première Guerre mondiale, vous savez, le traité de Versailles qui actait donc de l'occupation de la Ruhr, donc la partie industrielle de l'Allemagne où on fabriquait du charbon, enfin on produisait du charbon, c'était occupé par la France. Et l'Allemagne avait ressenti ça comme un diktat, vous savez, comme des conditions inacceptables. Et pendant plusieurs années comme ça, et c'est sur ce ferment du ressentiment des Allemands contre ce diktat que notamment Hitler a pu capter cette violence et cette colère du peuple pour en faire une force électorale. Et puis après, on sait ce qu'il a pu en faire. Voilà. Donc, mais même au niveau individuel, c'est toujours dangereux d'humilier quelqu'un. D'ailleurs, on dit aussi, Macron, je crois, avait dit, faut pas humilier Poutine. Hein, vous savez, si on le bat, faut pas l'humilier parce que on sait jamais ce que quelqu'un qui a été humilié est capable de faire. Hein. Euh, Bref, après chacun pourra trouver dans la littérature, dans les arts, dans les films, des exemples comme ça de, d'humiliation qui ont été ressentis et qui ont donné lieu donc à des vengeances, hein, des vengeances célèbres. On peut penser au comte de Monte Cristo, par exemple, hein, voilà, qui a été humilié, jeté en prison, et puis il a ruminé sa vengeance pendant 10 ans. Et puis après, il a méthodiquement appliqué sa vengeance à tous les protagonistes dont il avait été victime. Et voilà, sa vengeance fut son chef-d'œuvre. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant, je dirais, d'un point de vue philosophique, dans la honte, c'est en fait que, comme beaucoup d'émotions d'ailleurs, ce que Sartre avait bien remarqué, c'est qu'elle traduit un peu une attitude magique envers le monde, puisque finalement l'honteux, enfin le honteux, je ne sais pas comment on dit, l'humilié, le honteux, celui qui a honte, eh bien, il essaye de faire en sorte que le passé n'ait jamais existé. Il veut effacer, oui, il veut passer un coup d'éponge, un coup de gomme, mais évidemment, il peut pas. Hein, il peut pas. Une fois qu'on a la conscience, et surtout la mauvaise conscience, on peut plus l'effacer. Hein. D'ailleurs, je vous renvoie un très beau roman hein, qui s'appelle Lord Jim de Joseph Conrad, si vous connaissez, qui parle comme ça d'une histoire d'un. Lord Jim est un marin de la marine marchande qui a toujours vécu dans son enfance nourri par des fantasmes d'héroïsme, des romans d'aventure. Et effectivement, il parvient à devenir un, un commandant d'un vaisseau de la marine marchande. Et puis, à un moment, arrive une tempête. Le bateau qui est en mauvais état commence à avoir des voies d'eau. Il a beaucoup de passagers enfin des passagers, je crois que c'était des esclaves de mémoire, enfin, en tout cas des êtres humains qui étaient dans ces cales. Et pris par un moment de panique, où il est plus, apparemment, il agit un peu comme un automate, eh bien, il se sauve, il saute, il quitte le navire en allant sur un autre navire et en imaginant que son bateau va couler, alors qu'en fait, le bateau ne coule pas. Et le bateau est sauvé, et évidemment, il en retirera une honte toute sa vie. Et pendant tout le roman, il essaie de fuir l'infamie et la honte du fait de la lâcheté qu'il a eue. Et il essaie de se racheter un peu une conduite en faisant des actions héroïques. Mais à chaque fois, son passé le rattrape jusqu'à jusqu'à ce qu'il meure. Mais un peu ça, en fait, c'est une forme de suicide en se lançant dans une aventure de plus. Et on voit bien le côté nocif, le côté toxique comme ça de cette honte qui ne quitte jamais et qui le poursuit et dont il n'arrive pas à se débarrasser. C'est-à-dire qu'aucune action finalement ne pourra racheter cette espèce de péché originel qui l'a déchu de son statut d'homme héroïque qu'il s'imaginait être. Alors qu'en fait, confronté au réel
confronté au réel danger, eh bien, il a failli, quoi. Il a renoncé devant l'épreuve. Voilà. Donc, alors, si avant que la honte, je dirais, se transforme en maladie honteuse. D'ailleurs, oui, je n'avais pas pensé, mais on dit aussi qu'il y a des maladies honteuses. C'est ce qu'on disait à l'époque des maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis. Et puis, alors après, je ne sais pas si on parlait de ça pour le sida, mais évidemment, tout ce qui touche en général aux parties génitales, moi j'en parlerai un peu plus tard, fait honte aussi, mais peut-être probablement pour d'autres raisons culturelles. Si vous voulez, comment affronter la honte? Je dirais tout simplement, c'est déjà la regarder en face, faire regarder le phénomène, l'action ou la situation qui nous a fait honte, l'objectiver et en parler, quoi. Soit en parler avec soi-même, c'est-à-dire écrire par exemple, soit en parler avec autrui et dire ce qui s'est passé de manière à pouvoir expliquer notre comportement, donner des raisons. Et si effectivement on a raison d'avoir honte parce que effectivement on a commis une action qui est honteuse, en tout cas qui serait dans un certain système de valeurs on pourrait dire qu'elle est honteuse, eh bien se dire bon ok, voilà, j'ai fait une bêtise pour telle raison. Maintenant, est-il possible, est-ce que je la referai, et si la réponse est non, essayer de se pardonner et puis de banaliser la chose, parce que évidemment, dans la honte, si en plus on en fait du drame, alors on va rajouter du drame au drame, quoi. Euh, donc l'idée, c'est d'essayer de banaliser la chose, et puis d'essayer de pas refaire la même erreur, et puis de se pardonner s'il y a faute, parce qu'il peut y avoir faute objective. Mais se pardonner deux fois plus en plus il n'y a pas eu faute. Bon, tout ça, évidemment, c'est un peu plus facile à dire, puisque, comme je disais, la honte est quelque chose de très archaïque, et le problème de la honte, c'est que souvent, c'est pas conscientisé, c'est pas verbalisé, et ça va faire appel à des choses qui sont semi-inconscientes, donc qui sont même pas, qu'on peut même pas refaire revenir en mémoire, si vous voulez. Euh, Bref, l'idée, c'est comme souvent dans ces problèmes psychologiques, c'est souvent d'en parler, de verbaliser les choses pour les dédramatiser, pour les conscientiser, pour se réconcilier avec ces phénomènes humains. Voilà, donc cette honte, donc ce phénomène comme ça existentiel qui conduit à une mauvaise estime de soi. Bon, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, ça peut être dû à des phénomènes, ça peut être dû à une éducation défaillante, ça peut être dû aussi à notre appartenance à une classe. Vous savez, par exemple, le système des castes en Inde, il y a des castes, par exemple les intouchables. Ils ont de facto, alors c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est que dans les mœurs, mais voilà, ils n'ont pas le droit d'accéder à certaines fonctions. Et j'imagine que on leur fait honte si jamais ils se permettent de transgresser leur caste, et probablement qu'ils auraient eux-mêmes honte de toucher à des métiers pour lesquels ils auraient été conditionnés de ne pas faire, en tout cas. Donc, la honte, souvent, c'est quelque chose qui est inculqué depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment très, très imprégné dans le sujet, que ce soit dans les modèles parentaux aussi. Voilà, après, il y a des phénomènes d'abus, de manipulation et d'emprise. Bon,
Évidemment, toutes ces choses-là, on en parle beaucoup dans l'actualité, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. La remarque que je voulais faire, qui est plutôt intéressante, c'est qu'il y a aussi, d'un point de vue culturel, il y a des cultures de la honte. Hein. Par exemple, alors, les cultures judéo-chrétiennes, comme la nôtre, ou toutes les cultures du bassin méditerranéen, et même les cultures du nord de l'Europe, sont en général plutôt des cultures de la culpabilité. Hein. C'est-à-dire que c'est très, très façonné par la religion chrétienne. Donc, vous savez que chez les chrétiens, en particulier les catholiques, la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est très ancré, hein, qui est ontologique, hein, puisque à partir du moment où on est déchu du jardin d'Éden, on en est coupable. Hein. Donc la culpabilité, c'est quelque chose, on arrive avec dans la religion chrétienne. Donc c'est pour ça que voilà, nos cultures sont plutôt des cultures de la culpabilité. Donc la différence, grosso modo, entre la culpabilité et la honte, hein, c'est la culpabilité, il y a comment dire, il y a un schéma moral, il y a une règle sociale qui a été violée. Hein, et donc, en la violant, eh bien, on devient coupable d'avoir. Et en général, on est coupable parce qu'on a commis telle ou telle action. Tandis que la honte, c'est quand même un côté plus ontologique, plus existentiel. Hein. On a honte finalement, d'être ce qu'on est. Voilà. Et puis, je dirais qu'il y a un caractère plus social de la honte par rapport à la culpabilité. Euh, Finalement, dans la honte, autrui est toujours déjà là. Même quand on est seul, on est seul face à notre conscience qui est comme un autrui, quoi. Donc c'est un phénomène éminemment social et donc il y a des cultures un peu de la honte. Hein. Alors là, on est surtout sur les cultures asiatiques, notamment, vous voyez le Japon par exemple, hein, où le Japon, le phénomène de honte sont très forts. Du coup, l'avantage, entre guillemets, c'est que la honte est un moyen de réguler très fortement la société, hein, puisque il suffit d'apprendre d'un point de vue culturel que telle chose est honteuse pour que personne n'ose la faire et personne n'ose euh, être non conforme, en fait. Hein. Grosso modo, dans la société, vous avez honte si vous dépassez, quoi, si vous faites différemment des autres. Et la pression du groupe est très forte pour que les règles sociales soient respectées. Voilà, donc après, si vous avez justement des expériences particulières avec la honte d'un point de vue culturel, vous pourrez nous en parler si vous venez d'une culture comme ça qui est plus exotique par rapport à la honte. Euh, voilà, bon, après tous ces choses très négatives, hein, finalement, alors on pourrait aussi faire un peu une apologie de la honte. Puisque j'ai quand même réussi à trouver des avantages à la honte. Alors, le premier avantage évident, c'est que ça régule les comportements et toute société a besoin d'avoir des règles et des comportements qui soient, on va dire, normés. Euh, Par exemple, j'ai vu que chez les... Alors déjà, tous vos parents vous ont certainement dit quand vous étiez petit, tu ne fais pas ça, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de faire ça. Tu devrais avoir honte de m'avoir menti, par exemple. On ment pas à ses parents. Voilà, c'est une des manières d'éduquer ses enfants, c'est de leur dire que s'ils font cela, ils auront honte. Hein. Mais on peut prendre aussi, oui, par exemple, si vous avez des ados à la maison et que vous n'arrivez pas à leur faire quelque chose, ben, vous pouvez les menacer de leur mettre la honte devant leurs amis. Hein. Alors, en général, je pense que ça marche pas mal. Hein. Ou alors vous dites, si tu fais pas ça, ben, je vais dans ta classe et je fais un scandale devant tout le monde. Ah. Excusez-moi, je vois que j'ai un petit problème de connexion là. Ça m'arrive de temps en temps. Donc vous inquiétez pas, je vais me déconnecter et puis je vais revenir tout de suite. Hein, parce que j'ai un petit problème avec Zoom là.
Voilà, me revoilà. J'espère que vous êtes encore là. Voilà, j'ai pas besoin de reprendre l'enregistrement. Ouais. Oui, donc ça peut arriver, hein, j'ai des petites déconnexions intempestives. C'est les joies de Zoom. Voilà. Oui, donc l'autre avantage qu'on peut voir de la honte, c'est d'un point de vue pédagogique. La honte, alors on voit par exemple dans les dialogues de Platon, les premiers dialogues, il y a certains passages, certaines situations assez célèbres où on voit Socrate qui humilie ses interlocuteurs parce ils sont prétentieux. Ils prétendent qu'ils savent tout, qu'ils peuvent prouver n'importe quoi, et en les questionnant, Socrate les met face à leur ignorance. Et par conséquent, dans une culture où le savoir équivaut à l'honneur, à la fierté ou au pouvoir, comme c'est le cas aussi dans la nôtre d'ailleurs, eh bien, le fait de montrer en public que vous ne savez pas, eh bien, ça provoque une humiliation, hein, ça provoque de la honte. Et par exemple, Alcibiade, qui était on va dire, un jeune beau gosse à qui tout riche, intelligent et prétentieux, a été humilié par Socrate. Et donc, en étant humilié, ben, il est devenu beaucoup plus humble, hein, parce que l'humiliation et l'humilité, hein, n'oubliez pas, c'est la même racine. Hein. Donc, si on valorise l'humilité, ben, d'un autre côté, il faut aussi valoriser l'humiliation, puisque c'est par l'humiliation qu'on devient humble, hein, finalement. Et ça, on n'y pense pas très souvent, parce qu'on aime bien parler d'humilité, mais d'humiliation, on aime beaucoup moins. Et par conséquent, donc Socrate, en humiliant Alcibiade, on a fait quelqu'un de beaucoup plus humble. Et du coup, après, il s'est mis à s'occuper il s'est mis à s'occuper de son esprit, de son âme, et plus que de ses affaires. Et il s'est mis à plus écouter, à moins parler, etc., quoi. Donc, pour je dirais certains élèves particulièrement prétentieux et, euh, et qui sont têtus, bon, bah, l'humiliation, ça peut être un moyen pédagogique. C'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans la culture zen, enfin chez dans les moines zen, ils pratiquent l'humiliation chez leurs élèves pour leur inculquer, je dirais, les valeurs du zen, pour qu'ils apprennent à être durs, à être humbles et à être dans la voie, quoi, dans le Dao, comme ils appellent ça. Mhm. Et puis, plus proche de nous, ben, on peut voir par exemple dans le phénomène du name and shame, hein, ça veut dire nommer et faire honte, une mesure plutôt positive. Hein, ça consiste par exemple pour le gouvernement à nommer le nom des entreprises par exemple, qui n'ont pas respecté leurs engagements écologiques, pour leur faire honte collectivement, si vous voulez, pour qu'elles changent leur comportement. Donc, évidemment, dans toute personne ou institution pour laquelle la réputation ou l'honneur est quelque chose de très important, l'humiliation est un moyen particulièrement efficace de changer son comportement. Hein. Euh, voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là concernant la partie conférence. Alors,